Donc, bonjour à tous, bienvenue à Paris pour les étrangers, et merci aux organisateurs de m'avoir donné l'honneur d'ouvrir ces journées. Selon le philosophe, médecin et théologien protestant suisse Bertrand Kiefer, la médecine vise le soulagement objectivé le mieux chiffrable. Ceci nous permet de voir quelle est la problématique de ces journées. C'est bien de chercher à améliorer le patient dans son quotidien et dans sa vie, mais le mieux, c'est d'essayer de l'objectiver et de le chiffrer. En réalité, dans de rares cas, il s'agit d'une mesure objective qu'on peut mesurer, que ce soit la pression artérielle, un test sanguin, un poids ou une taille. Le plus souvent, c'est une évaluation, c'est-à-dire qu'on estime de manière analogique un comportement ou une douleur. Il faut savoir que le patient reste le patient et que ne doit pas cacher le patient par des chiffres. Et tout évaluateur, qu'il soit médecin, neuropsychologue ou infirmière, doit toujours se raccrocher à la réalité du patient. Et les neuropsychologues savent que dans un bilan, la partie la plus difficile est la conclusion qui doit déboucher sur des résultats concrets pour le patient. Cette évaluation, tout au moins l'évaluation cognitive, qui va nous occuper principalement, contient de nombreux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Il faut progresser pas par pas. Et en tant que médecin, je vous dirais que la première étape est naturellement l'évaluation médicale. Alors, cette présentation n'a rien de scientifique. Elle exprime simplement l'expérience quotidienne de notre consultation. Alors, notre institut propose des consultations de diagnostic étiologique, mais aussi diagnostic de bilan, et de surveillance des personnes ayant un retard mental d'origine génétique de la naissance à la mort. Nous voyons des tout jeunes bébés encore séjournant à la maternité, et notre doyen à 78 ans. Nous voyons les adultes à peu près une fois par an, les bébés 2 fois par an. Notre consultation médicale de référence dure 1 heure. Elle peut être suivie d'autres consultations médicales spécialisées, neurologie, orthopédie, psychiatrie, ou bien d'une évaluation du langage, un bilan neuropsychologique, une évaluation sociale ou des soins infirmiers. Notre consultation s'appuie aussi sur une méthodologiste pour des essais cliniques. Nous avons la chance d'avoir un centre de ressources biologiques qui nous permet de garder des échantillons. Et nous avons aussi et surtout le soutien infaillible et constant de la Fondation Jérôme Lejeune, grâce à laquelle, en particulier, nos consultations peuvent durer 1 heure. Nous suivons environ 7100 patients, dont 80% portent une trisomie 21, et d'autres patients qui présentent des syndromes plus rares, syndrome de l'X fragile, syndrome de Smith-Magenis, syndrome d'Angelman, etc. En raison des progrès de la médecine, il y a une augmentation considérable de l'espérance de vie de nos patients, et nous découvrons de nouveaux problèmes qui ne sont pas encore publiés, donc nous avançons à tâtons liés à l'âge. Par exemple, chez de nombreux adultes trisomiques 21, on constate des sténoses de l'ésophage dues à un reflux gastro-œsophagien chronique, de nouveaux problèmes sociaux. Aujourd'hui, les patients décèdent avant leurs enfants, et donc c'est ce que Mme Rétoré appelle la première génération d'orphelins. Alors, la première étape, c'est de définir le problème. Souvent, nous avons des demandes d'évaluation dont la raison n'est pas très claire, et nous avons pu constater que parfois, la demande d'évaluation cache en réalité un autre problème que pour des raisons diverses, la famille ne veut pas expliquer. Donc, il est toujours important d'essayer de déterminer, c'est vrai pour un programme de recherche bien sûr, mais c'est vrai en consultation, de déterminer quelle est la vraie demande, et lorsqu'un problème est rapporté, qui l'a observé réellement, et au fond, derrière tout ça, quels sont réellement les besoins du patient. L'étape suivante est de définir la situation de la famille et des frères et sœurs. Alors, il est important de rechercher les problèmes médicaux dans la famille, parce que ça peut avoir une récurrence chez le patient. Par exemple, les thyroïdites d'Hashimoto sont familiales, et une maladie familiale, par exemple un cancer maternel, peut avoir forcément un impact sur le développement de l'enfant. Nos patients sont aussi très sensibles au décès d'un grand-parent. Le mariage d'une sœur peut aussi déstabiliser certains de nos jeunes adultes. Les relations du couple parental, quand elles sont conflictuelles, de toute évidence, ont un impact, mais elles ne sont pas toujours avouées en consultation. Je pense par exemple à un patient qui s'était détérioré de manière inexplicable d'après la maman,
Et j'ai découvert tout à fait par hasard, en croisant cette maman dans la rue quelques jours après, qu'elle était bras dessus, bras dessous, avec un homme qui n'était pas son mari. Donc j'en ai conclu que c'était probablement ça l'origine des troubles du comportement de son fils. Le chômage des pères aussi peut avoir un impact sur le comportement. Il est important aussi de savoir quelle est la situation de l'équipe qui prend en charge le quotidien l'enfant ou l'adulte. C'est en particulier vrai pour les adultes qui sont hébergés en foyer. Le départ d'un soignant, d'un éducateur de référence peut être perturbant. Le décès d'un voisin de chambre. Un changement de directeur dans un établissement de petite taille. Le directeur a souvent un rôle charismatique et le changement de directeur aura un effet délétère sur l'équipe et donc sur les patients. L'étape qui vient après, c'est de recueillir le maximum d'informations sur les antécédents médicaux. J'insiste sur la nécessité d'avoir des documents. Par exemple, que de fois les parents nous disent que le cœur de l'enfant est normal et on découvre au hasard en auscultant qu'il y a un souffle cardiaque et on apprend plus tard par un document reçu par courrier qu'il y avait en fait une cardiopathie sévère. Il est important aussi d'avoir les diagnostics génétiques. Que de fois, certains parents nous disent qu'il n'y a eu aucune investigation génétique chez leur enfant qui présente un retard, et on apprend qu'en réalité, il y a eu des bilans complets dans certains CHU. Il est important aussi d'avoir toutes les ordonnances médicales, et en particulier des documents sur les effets adverses des médicaments. Il faut documenter avec autant de sérieux l'histoire du développement, redemander tous les comptes rendus de bilan de santé, les rapports éducatifs, les rapports psychologiques, ne pas hésiter à s'appuyer de photographies de séquences vidéo qui permettent toujours de préciser les étapes de la marche, de rechercher éventuellement des épilepsies. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, chez les jeunes enfants trisomiques 21, des problèmes de syndrome de West. Important aussi, bien sûr, d'avoir tous les tests d'intelligence et de comportement. Alors, je rappelle que les parents, comme les soignants, sont rarement de bons historiens, et donc il faut vraiment revenir aux documents écrits. Important aussi de faire l'inventaire des éléments de la vie. La grossesse et la naissance ont des implications médicales évidentes. En particulier dans beaucoup d'analyses génétiques, on peut y mettre l'hypothèse de transport placentaire anormal, pouvant entraîner des anomalies métaboliques du cerveau précocédent. L'âge gestationnel a bien sûr un rôle important, les facteurs périnatales. Il ne faut pas oublier aussi les facteurs psychiques. Par exemple, nous avons l'impression que quand l'enfant handicapé est né au terme d'une procréation médicalement assistée, la souffrance des parents semble plus importante. Nous avons aussi l'impression que quand le diagnostic a été annoncé pendant la grossesse et que les parents souhaitaient la poursuivre, la souffrance est aussi importante. Les situations de grossesse gémellaire sont compliquées, soit que l'enfant handicapé est un jumeau normal, dans ce cas l'écart entre les deux est criant, soit que les deux sont handicapés, ce qui fait une charge bien sûr lourde. Et lorsque la maman est malade au moment de la naissance, c'est aussi très difficile. Les conditions de l'annonce diagnostique sont aussi importantes. Les gens de ma génération qui ont vu le premier homme marcher sur la Lune ont en mémoire le mot célèbre de cet astronaute qui disait « un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité ». Le diagnostic est un petit pas pour le médecin, souvent ça ne lui prend que quelques minutes, mais c'est un bond, parfois en enfer, pour les familles. Donc les conditions de l'annonce sont très importantes, et que cette annonce se fasse pendant la grossesse, au moment de la naissance, ou plus tard. Nous avons un nombre croissant d'enfants trisomiques 21, dont la trisomie 21 est découverte à plusieurs mois de vie. Pas plus tard que mercredi matin, j'ai vu un patient dont la trisomie 21 n'avait été découverte qu'à l'âge de 3 mois. Elle avait été méconnue à la naissance, ce qui se comprend puisque beaucoup de médecins de maternité considèrent que la trisomie 21 a été prévenue pendant la grossesse, et donc n'y pense plus. Vous savez qu'en médecine, on ne trouve que ce qu'on cherche. On parle toujours de l'annonce du diagnostic, mais en réalité, il y a plusieurs annonces, parce qu'il y a aussi l'annonce d'une cardiopathie associée, l'annonce d'un diabète insulinodépendant qui survient, l'annonce de troubles du comportement, et puis pour l'adulte, l'impossibilité de conduire une voiture, l'impossibilité de se marier. Donc, il y a en réalité beaucoup d'annonces difficiles. Il est important aussi de faire le recueil des éventuelles expériences difficiles du patient. L'abandon à la naissance est quelque chose d'important, d'autant plus qu'il ne faut pas comparer l'abandon d'un enfant à cause de son handicap à l'abandon que peut faire une femme jeune sans argent qui confiera à l'adoption un enfant normal. En effet, lorsqu'un enfant handicapé est abandonné,
souvent s'exprime devant lui d'une manière crue un certain rejet. Les hospitalisations répétées ont aussi bien sûr un impact, en particulier les alimentations prolongées avec une sonde nasogastrique, les soins douloureux répétés. Pour l'adulte, nous savons que des tâches monotones et répétées sont délétères. Je pense en particulier aux travaux de conditionnement qui sont souvent imposés à certains de nos patients. Personnellement, je ne serais pas très heureux de passer ma vie à mettre des vis dans des sachets en plastique. Il faut toujours aussi penser au décès d'un ami, ou au départ d'un ami pour la province. Toujours penser à un abus sexuel, qui sera d'autant plus difficile à reconnaître que le patient ne parle pas. Et vous imaginez bien que les pervers choisissent leur proie de préférence chez ceux qui ne pourront pas les dénoncer. Il est important aussi d'être attentif à la pression éducative et rééducative ou professionnelle qui peut s'exercer sur certains patients, qui mettent toute leur énergie et tout leur temps dans leurs activités, qui n'ont plus le temps ni de se rêver, ni de se reposer. Ensuite, on fait le point sur la situation du patient proprement dit. Quelles sont ses conditions de vie? Comment sont les repas? Est-ce qu'il déglutine normalement? Est-ce qu'il mastique convenablement? Il est clair que, par exemple, un patient qui n'est pas capable de mastiquer ne pourra pas parler correctement. Comment s'effectue le sommeil? Y a-t-il des apnées? Quel est son niveau d'autonomie? Et autonomie réelle, que deux fois les parents nous disent que l'enfant est capable de telle ou telle chose, mais en réalité, quand on pose l'interrogatoire, c'est avec beaucoup d'aide maternelle. Comment se passe son travail? Quel loisir a-t-il? Fait-il des activités physiques? Nos enfants n'en font souvent pas assez. A-t-il des activités artistiques? On peut être trisomique 21 et déficient et avoir des dons pour la peinture. J'ai personnellement une patiente qui a un talent artistique incontestable. A-t-il de vrais amis? J'insiste là aussi sur ce point parce que beaucoup de nos patients ont des faux amis qui sont en réalité les amis des frères et sœurs qui sont importants. Et quand les frères et sœurs grandissent, ces amis disparaissent. Ensuite, certaines familles, certains patients se sont enfermés dans ce qu'on pourrait appeler une bulle d'illusion. Et donc, faut-il ou pas faire éclater cette bulle d'illusion? C'est pas toujours facile. Et parfois, une évaluation neuropsychologique peut faire éclater cette bulle d'illusion. Alors, l'évaluation des facteurs médicaux. Il faut savoir que nos patients sont d'une manière générale anxieux, fragiles, et qui se déplacent avec difficulté. Et ensuite, ils présentent de nombreux problèmes médicaux, puisque les maladies génétiques touchent toutes les cellules. Et donc, il est important de limiter au maximum les examens médicaux et les examens complémentaires. Du coup, il est important que les médecins connaissent bien les maladies concernées, qu'ils sachent approcher ces patients, et qu'ils sachent prendre du temps. Et comme j'avais dit en introduction, nous avons une chance extraordinaire à l'Institut Lejeune de disposer d'1 heure par patient, ce qui permet vraiment un interrogatoire complet et surtout, ça permet aux patients de s'habituer à nous. Et les patients craintifs, en général, au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes de conversation avec leur famille, se détendre et on peut ensuite les examiner plus posément. Alors, rentrons un peu maintenant dans le détail. Certaines anomalies génétiques ont des problèmes médicaux spécifiques que, idéalement, tout évaluateur, y compris les psychologues et les neuropsychologues, devraient bien connaître. Alors, vous me permettrez de m'attarder un peu plus sur la trisomie 21, puisqu'elle correspond à peu près 80% de nos patients. Alors, dans la trisomie 21, on a fréquemment des problèmes de thyroïde, et vous le savez, c'est connu depuis le début du XXe siècle, avec les travaux de Bourneville. Le plus souvent, il s'agit d'une hypothyroïdie, qui peut entraîner une fatigue, des tendances dépressives, ou bien au contraire, paradoxalement, une certaine agitation. Ceci peut être aggravé par la présence d'anticorps qu'on appelle des anti-TPO, qui sont toxiques pour le système nerveux central, et il est probable que certains adultes ont des troubles de type psychotique à cause de ces anticorps. Classiquement, ils peuvent s'associer aussi à une épilepsie de type myoclonique tardive, et à la présence des anticorps dans le liquide céphalorachidien, mais vous comprenez bien que c'est un examen qui n'est pas toujours facile à pratiquer. Chez nos patients, d'ailleurs, d'une manière générale, l'électroencéphalogramme n'est pas un examen simple. Il faut toujours penser aussi à la maladie cœliaque, c'est-à-dire l'intolérance au gluten, qui est fréquente chez nos patients, qui peut entraîner des tableaux sévères. Dans la littérature, on trouve même des formes avec des calcifications cérébrales et des convulsions. Une publication célèbre faite par une équipe de Marseille il y a une vingtaine d'années avait même décrit un tableau d'authentique psychose
Il y a une maladie cœliaque chez une femme trisomique de 42 ans. Troubles psychotiques ayant disparu avec le régime. Il faut savoir aussi que dans certains cas, la sérologie peut être négative. J'ai personnellement suivi, et je suis, deux patients ayant une maladie cœliaque confirmée par la biopsie, avec une atrophie villositaire, dont les sérologies répétées étaient négatives, et donc les biopsies avaient été faites en fonction du contexte clinique. D'une manière générale, les troubles auto-immuns sont délétères chez nos patients, puisque les lymphocytes et tous les produits qu'ils émettent peuvent jouer au niveau de la glie, donc de tout ce qui entoure les neurones. Il paraît impossible qu'il y ait certaines encéphalopathies auto-immunes encore méconnues chez nos patients. Il faut savoir aussi que nos patients, les trisomiques 20 ans, ont une mauvaise tolérance au jeûne, et donc il est exclu de faire une évaluation à distance des repas, l'idéal étant de faire une évaluation après un repas et un repos. Beaucoup aussi ont une hypotension orthostatique chez les adultes, qui les rend très fatigables, et là encore, il ne faut pas penser les évaluer après qu'ils soient restés de manière prolongée debout. Dans la trisomie 21, comme dans le syndrome de Louis-Prader, il y a fréquemment des apnées du sommeil, et donc il est sage, avant de faire toute évaluation cognitive, de prévoir un interrogatoire à la recherche d'apnée du sommeil, voire de faire un enregistrement de sommeil. On sait enfin que dans le syndrome de Mismagenis, il y a des troubles spécifiques du sommeil. À côté de ces troubles un peu plus spécifiques de certaines anomalies génétiques, certains troubles sont communs à la plupart des syndromes génétiques. J'insisterai particulièrement sur l'hypotonie musculaire et l'hyperplexité ligamentaire, qui, à eux seuls, entraînent un retard mental considérable. J'ai vu hier matin, par exemple, un bébé trisomique 21 qui, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, avait un périmètre crânien normal. En effet, la plupart des trisomiques 21 ont un petit périmètre crânien, ce qui est une chance d'une certaine manière, parce que comme ils ont une hypotonie axiale, ils ont une tête moins lourde. Et donc ce bébé avait une hyperacité considérable, puisqu'on aurait pu quasiment le faire entrer dans une boîte de chaussures, une grande hypotonie, mais un excellent contact oculaire et une excellente réactivité du visage. C'est-à-dire que si on s'était contenté d'évaluer les items posturaux, on aurait pu penser que cet enfant avait une encéphalopathie très sévère, alors qu'en réalité, les problèmes étaient, permettez-moi l'expression, purement mécaniques. Je soutiens l'idée que certains de nos patients, pour être évalués correctement sur le plan cognitif, devraient être installés dans des coquilles moulées en tenant particulièrement bien la tête, puisque le simple contrôle de la tête consomme déjà pratiquement toutes leurs énergies. Les convulsions peuvent aussi limer un autisme ou des comportements, des troubles du comportement. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire un questionnaire un peu policier, un examen attentif, à plusieurs reprises. Nous avons fait en consultation le diagnostic d'épilepsie chez des patients qui étaient considérés comme non épileptiques et qui présentaient des petites clonies des paupières. Et donc, dans ces cas-là, il faut être très attentif et ne pas hésiter à faire des électroencéphalogrammes. Ma conviction, enfin notre conviction, parce que je parle un peu au nom de l'équipe, c'est que la fréquence du syndrome de l'Ouest est sous-estimée chez nos patients, surtout quand elle a été méconnue petite et que persiste donc ce stade de myoclonie qui peut pourrir le développement de l'enfant et malheureusement passer inaperçu. Je suis au moins une dizaine de patients dont l'épilepsie a été méconnue alors qu'ils avaient été suivis dans des consultations hospitalières. Les constipations sévères peuvent aussi limer à tort des troubles psychiques. Pourquoi? Parce que certains de nos patients trisomiques ont des rétentions stercorales considérables avec des fécalomes monstrueux et donc qui entraînent des fuites de sel. Et donc il ne faut pas parler trop vite d'encoprésie ou de troubles psychiques. Il suffit de traiter leur constipation et les choses s'améliorent. De même, lorsqu'un enfant rejette, ce n'est pas forcément un signe d'intolérance psychique, ça peut être simplement un gros reflux. Les troubles de la déglutition aussi. Par exemple, il y a quelques années, bien que je sois pédiatre, il m'est arrivé de voir des adultes et même des gériatres. J'étais pédiatre gériatre pendant quelques temps. Et j'avais vu un adulte qui n'arrivait plus à manger des morceaux. Et on s'interrogeait sur ce que ça signifiait en termes de comportement. L'interrogatoire a montré que c'était visiblement lié à un problème organique. Nous avons donc fait pratiquer des examens qui ont montré qu'en fait il avait une sténose de l'ésophage et un rétrécissement consécutif à un reflux. Et donc il ne s'agit pas d'un problème psychique, mais d'un problème tout simplement organique. Certaines anomalies de la composition sanguine peuvent aussi jouer, en particulier les carences en vitamine D, qui peuvent dans certains cas détériorer le comportement.
J'ai vu il y a 2 ans un adulte qui avait un bilan que je ne savais pas compatible avec la vie, puisqu'il avait un taux de vitamine D indosable et une calcémie nulle. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre avec une calcémie nulle. Je l'ai vu de mes yeux, en tout cas, sauf erreur de laboratoire. Chez nos patients, à peu près tout est possible. Alors, je ne vais pas insister beaucoup sur la douleur, puisque vous avez une conférence sur le sujet, mais nous y sommes très sensibles, car nos patients, très souvent, sont incapables d'exprimer leur douleur, et ils ont des tas de motifs de cause de douleur. Ces douleurs peuvent s'exprimer chez eux par des troubles du comportement, en particulier des comportements auto-offensifs ou des troubles de l'humeur. Chez nos patients, il est très difficile de distinguer la douleur physique et la frustration, puisqu'ils l'expriment souvent de la même façon. C'est ce qu'on appelle des schèmes comportementaux peu variés. Et donc, il est toujours important de préciser comment le patient habituellement exprime le confort, la douleur, la colère, etc. Il faut savoir aussi que chez eux, comme chez nous d'ailleurs, le souvenir d'expériences douloureuses peut venir brouiller les cartes. Je prends souvent l'image célèbre d'un roman policier que connaissent les Français, Le mystère de la chambre jaune, où lors d'une nuit, une femme revit une agression d'une manière tellement intense qu'on pense que cette agression vient d'avoir lieu. Eh bien, nos patients, à l'occasion d'incendies féminines, peuvent revivre des expériences douloureuses antérieures et exprimer ça d'une manière très impressionnante. Dépister les troubles sensoriels n'est pas facile. Les troubles sensoriels chez nos patients sont fréquents, qu'il s'agisse d'amblyopie, de cataracte, de kératocone, etc., d'une otite séreuse chronique, de cholestéatome. Et il faut savoir que ces troubles sensoriels peuvent mimer des troubles cognitifs ou relationnels. Nous voyons à peu près 1 ou 2 fois par an des enfants qui sont étiquetés autistes, alors qu'en réalité, ils ont une surdité sévère. Par exemple, j'ai vu un récemment, qui avait une surdité complète, c'est une cophose bilatérale avec aucune réaction au potentiel auditif, qui était étiqueté autiste. J'ai vu aussi un patient qui avait une myopie sévère, à moins 12 des 2 côtés, qui était aussi étiqueté autiste. Et donc, ne parlez pas d'autisme sans bilan sensoriel préalable. En plus, on sait que ces troubles sensoriels, et c'est normal, peuvent aggraver l'anxiété, les sentiments de frustration. Si par exemple un adulte ne veut plus descendre les escaliers, il faut tout de suite le conduire chez l'ophtalmologue, il y a probablement une cataracte débutante. Pour les enfants, il est évident que ces troubles sensoriels, pas pris en charge, entraîneront des désagréments pour son développement. Soit les pédiatres savent que le cerveau se développe grâce aux informations qu'il reçoit, ce qu'on appelle les afférences, et que si on prive un cerveau d'enfant de remontée d'afférence, qu'elle soit sensorielle, tactile ou autre, eh bien ce cerveau se développera mal d'une manière irrémédiable. L'exploration des fonctions visuelles et auditives est très difficile. Sur le plan auditif, on sait qu'ils ont souvent des bouchons cérébrales, des petits conduits, des bruits respiratoires qui gênent les enregistrements. Il faut souvent faire des examens sous anesthésie générale, des potentiels cognitifs, mais il faut savoir aussi que cet examen lui-même peut être difficile à cause de l'immaturité du tronc cérébral qui est fréquente chez nos patients. Par exemple, on a souvent des trisomiques 21 qui ont des potentiels évoquant une surdité sévère à l'âge de 9 mois, mais si on refait le même examen 3 mois après, il est normalisé. Ceci s'intègre dans tous les dysfonctionnements du tronc cérebral avec reflux gastro-œsophagien important, difficulté de mastication, de salivation, apnée du sommeil du nourrisson. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. D'une manière générale, en raison de cette immaturité propre à nos patients, il est vraiment difficile de faire une évaluation valide de leur développement dans les 2 premières années. L'examen visuel n'est pas simple, il doit impérativement comprendre un bilan orthoptique, c'est-à-dire comment se font la convergence et l'accommodation. Les personnes trisomiques 21 ont très souvent des gros troubles de l'accommodation, de sorte que s'ils sont par exemple hypermétropes et que vous leur mettez des lunettes ou corrigez les vision de près, ils n'auront plus de doigts, ils ne supporteront plus les lunettes, et inversement, s'ils sont myopes, d'où l'intérêt chez eux des verres bifocaux type Franklin. Alors, il ne faut pas oublier, au terme de ce panorama sur l'évaluation, que notre but suprême, ce qui nous intéresse en définitive, c'est la personne du patient et la qualité de sa vie. Et donc, je reprendrai le texte célèbre de Bertrand Kiefer et qui disait que
la médecine apporte aussi une forme d'aide à la liberté et que l'accompagnement médical se doute d'un projet qui est celui de libérer l'individu, de le rendre le plus possible lui-même. Et ce texte nous permet de rendre hommage à mes deux maîtres, Jérôme Lejeune et Marie-Odile Rétoré. C'est à Jérôme Lejeune qu'on doit la meilleure définition de la déficience intellectuelle. Aujourd'hui, on lit des définitions qui paraissent ridicules de la déficience intellectuelle, par exemple, en donnant des chiffres de quotient intellectuel, ce qui suppose une vision un peu réductrice. Jérôme Lejeune avait une très belle définition que je ne peux pas ne pas vous lire. Pour lui, la déficience intellectuelle, c'était la perte de la liberté de disposer du plein usage de son intelligence. Et Madame Rétoré, son élève puis collaboratrice, répète toujours que nous devons tout faire pour que le patient puisse devenir lui-même. Parce qu'on a beau être déficient intellectuel, on peut avoir toutes sortes de qualités autres, et il est important de les valoriser et de les mettre en évidence. Merci de votre attention.